Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire prévention de Collectim. Alors aujourd'hui, nous allons parler du handicap et on va parler du handicap plutôt invisible. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Tauby. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, toi tu travailles à Atout et Handicap, hein, c'est ça? C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Atout et Handicap? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Atout et Handicap est un cabinet conseil qui est basé en Île-de-France, dans le 9e arrondissement. C'est un cabinet conseil qui accompagne l'ensemble des structures professionnelles, aussi bien les entreprises que les établissements publics, dans tout ce qui est lié à la prise en compte du handicap en milieu professionnel, avec des actions qui vont aller également sur tout ce qui est lié à la santé au travail, tout ce qui est approche de la diversité sur le principe de non-discrimination. Et donc notre champ d'intervention va de tout ce qui est lié au conseil, donc plutôt définition stratégique des politiques handicap et structuration des plans d'action. Ça passe par, on est organisme de formation, certificat l'IOPI, donc intervention là aussi pour l'ensemble des structures, pour former l'ensemble des acteurs des entreprises et des établissements publics. On a une partie qui est liée à l'accompagnement au maintien dans l'emploi. Donc là, ça va toucher plutôt le suivi administratif des salariés ou des agents, accompagnement à la reconnaissance du handicap, éventuellement même organisation des entretiens annuels et de suivi des adaptations de postes de travail. Et puis on fait de l'accompagnement opérationnel où on intervient aussi en régie pour certaines structures et où on accompagne les missions handicap dans la mise en place de l'analyse du besoin, de la définition des adaptations des postes de travail et jusqu'à éventuellement l'accompagnement à la reconversion ou au reclassement professionnel. Ça, c'est des activités qu'on met en place avec des partenaires externes qui sont plutôt spécialisés dans l'outplacement, chose que nous, en interne, on fait pas. Et puis, toute la partie qui est liée à l'accompagnement et à la communication aussi. Communiquer sur le handicap, choisir les bons canaux, déterminer sur quel sujet il est important de parler. Aujourd'hui, on a choisi le handicap invisible. On sait que c'est un sujet aujourd'hui qui questionne beaucoup. Et puis on est à l'origine du prix Comme Handicap, qui est en fait un prix qui est proposé aux écoles de communication et écoles de ressources humaines principalement, et qui vont mobiliser des équipes d'étudiants pour travailler pour des enseignes. Cette année, nous avons la chance d'avoir Clarins et Ikea comme les deux enseignes qui se sont positionnés, et donc les étudiants ont travaillé sur une campagne de communication sur le handicap pendant 3 mois et les présenter. Ça se fera à la fin du premier trimestre, voilà, pour permettre aux entreprises d'avoir un regard aussi des étudiants, une approche un petit peu différente du handicap, puisque comme on le verra, l'approche générationnelle a un impact important. Oui, c'est ça en fait. Moi, de ma génération, pour moi, le handicap, au début, c'est effectivement le logo du fauteuil roulant sur une place de parking. Ça, c'est le handicap physique. On voit bien que la personne en fauteuil, elle a un handicap physique. Est-ce qu'il y a des handicaps physiques qui ne se voient pas? Alors, pour débuter, déjà, je pense que c'est important de bien clarifier aujourd'hui ce qu'on entend par la question du handicap et de pas confondre aujourd'hui ce qu'on va appeler le handicap sociétal et le handicap en milieu professionnel, qui reste aussi sur deux approches un petit peu différentes. Quand on parle de handicap, on parle de la conséquence d'une problématique de santé, puisqu'en France, il n'y a pas de handicap s'il n'y a pas de problématique de santé. Donc, à l'origine, on a une déficience qui peut être motrice. On parle plutôt de déficience motrice que de déficience physique, d'ailleurs, ou un trouble, et qui va avoir pour conséquence, en fait, une difficulté à réaliser certaines activités ou certaines tâches. Donc, le handicap, c'est la réalisation de la tâche et les problématiques rencontrées, sachant que l'origine, c'est la problématique de santé. Donc, quand on parle de handicap invisible, souvent, on a plutôt une problématique de santé qui est invisible et qui génère des manifestations qui, elles, sont visibles, mais où on a du mal à faire le lien entre ce qu'on observe, la manifestation, et l'origine, en fait, de cette manifestation, ce qui peut amener à des interprétations biaisées dans l'analyse de situation. Ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement des problématiques de santé qui ne produiraient pas, selon l'environnement, des handicaps? Exactement. Aujourd'hui, si on se base sur l'approche du handicap issue de la loi du 11 février 2005, qui est la dernière loi cadre, dont on fête les 20 ans cette année, le handicap est situationnel, donc on peut très bien avoir une problématique de santé qui n'a strictement aucune conséquence, et dans ce cas-là, il n'y a pas de handicap situationnel, même si la problématique de santé est présente, et avoir des problématiques de santé qui, elles, ont des conséquences
sur l'environnement. Et la même peut, selon le contexte, la même problématique de santé peut, selon le contexte, finalement manifester un handicap ou ne pas manifester de handicap. C'est ça. Et s'il va nous ramener, si on transfère ça en milieu professionnel, en fait, au concept d'aptitude ou de personnes avec des restrictions d'aptitude, à partir du moment où la problématique de santé va impacter la capacité de l'agent ou du salarié à réaliser les tâches qui lui sont confiées, dans des conditions standards de réalisation, eh bien, on va s'approcher du handicap situationnel. Sachant que dans la loi, on considère que on va parler de handicap à partir du moment où on est sur une problématique qui est durable. Alors, c'est pas clairement défini dans les textes, mais on part du principe qu'il faut que ça dure au moins 1 an pour qu'on puisse considérer ça comme une problématique de handicap. D'accord. Alors, il y a des handicaps donc physiques, moteurs, qui sont visibles. Il y en a qui ne sont pas visibles. Est-ce qu'il y a des handicaps invisibles qui sont pas liés au corps, qui sont plutôt psychiques? Alors, déjà, il y a des handicaps invisibles qui sont liés à des questions motrices. Oui. C'est vrai que quand on parle de handicap moteur, on voit très vite la perte de motricité d'une partie du corps, voire éventuellement l'absence d'une partie du corps à travers de l'amputation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des handicaps moteurs aujourd'hui sont invisibles. Si on regarde un petit peu les chiffres aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la lombalgie. La lombalgie reste un handicap moteur parce qu'elle va toucher en fait la capacité du corps à se mouvoir, donc l'appareil locomoteur. C'est aujourd'hui la première cause d'inaptitude en France pour les moins de 45 ans encore. Ça reste la 3e cause de mise en invalidité. Et au-delà de la lombalgie, on va retrouver aussi tout ce qui est lié aux troubles musculo-squelettiques, donc qui est représenté par une usure prématurée en fait de certaines parties du corps, notamment articulaires. La première touchée, c'est la main et le poignet. On pense souvent au canal carpien pour des personnes qui sont plutôt sur des activités techniques de maintenance ou dans le bâtiment. Ensuite, on va avoir les épaules et le coude, voilà, les 3 articulations les plus touchées. Les troubles musculo-squelettiques aujourd'hui, c'est 87% des maladies professionnelles indemnisées. Donc, on est vraiment là aujourd'hui au cœur des problématiques qui sont rencontrées par tous les secteurs d'activité. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie physique, non? Oui. Et du côté psychique, hein? Alors, il y a au-delà effectivement du handicap moteur, on va avoir d'autres handicaps ou d'autres problématiques de santé qu'on va considérer comme invisibles. La première, ça va être lié plutôt à tout ce qui est lié aux déficiences sensorielles. Autant on se représente assez facilement la personne aveugle parce que il y a des marqueurs importants, la canne blanche, éventuellement le chien guide. Oui, c'est visible en fait. Les lunettes noires, donc c'est en fait un objet qui va signifier en fait le handicap. Mais les personnes malvoyantes, en dehors d'une personne qui a un regard un peu avisé et qui connaît la déficience visuelle et qui va pouvoir l'observer dans les postures, pour la plupart des gens, la personne malvoyante ne va pas être identifiée comme personne malvoyante si elle ne l'exprime pas. On retrouve la même chose chez des personnes qui sont déficientes auditives, autant chez le sourd signant ou avec un implant cochléaire oralisé, il y a des marqueurs là aussi qui font qu'on perçoit. Quand on parle de personnes qui ont une déficience légère, une déficience moyenne, on a aujourd'hui des appareillages qui sont extrêmement discrets, voilà, ce qu'on appelle les mini-intras, donc on le perçoit pas forcément, et même sur un contour, sur une personne qui a les cheveux longs, le contour est totalement discret, donc si la personne ne l'exprime pas, ce sera pas forcément perceptible. Donc il y a déjà tout le champ des handicaps sensoriels, enfin des déficiences sensorielles. Ensuite, on va avoir également voilà, ce qu'on va appeler les troubles de la santé mentale au sens large. On est d'ailleurs 2025 dans l'année de la santé mentale. Hein. C'est un domaine qui pose énormément de questions. Alors, pour essayer d'être assez clair et succinct dans la définition, on va identifier différentes catégories. La première, c'est tout ce qui est lié à plutôt la déficience intellectuelle. Quand on parle de déficience intellectuelle, ce qu'on appelle aussi le handicap mental, ça va concerner plutôt des personnes dont l'origine du trouble est liée aux maladies chromosomiques, avec un QI faible, donc strictement inférieur à 71. On considère qu'une personne déficiente intellectuelle légère a un âge mental entre 9 et 12 ans, à peu près. Donc, latence dans l'apprentissage et dans le développement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui les déficiences psychiques. Alors, dans les anciennes catégorisations, on différenciait les psychoses où la personne n'est pas consciente de son trouble, des névroses où la personne est consciente. Aujourd'hui, on classifie ça plutôt par grands groupes. Alors, on va retrouver les troubles de l'humeur,
exemple de pathologie, la bipolarité. On va retrouver les troubles anxieux, où là, on va retrouver toutes les personnes avec les phobies, la claustrophobie, par exemple. On va retrouver les troubles alimentaires, anorexie, boulimie. On va retrouver également les conséquences d'un syndrome post-traumatique. Ouais. Voilà, on avait parlé longtemps des événements du Bataclan. Les personnes qui ont vécu ce moment-là, effectivement, il y a des éléments dans leur vie courante qui peuvent faire ressurgir certaines angoisses ou certaines émotions. Et puis, dans le côté, effectivement, sur les maladies plutôt psychotiques, la principale est la schizophrénie. Toute la difficulté en fait dans les troubles psychiques, c'est que si on prend l'exemple de la schizophrénie, il n'y a pas une schizophrénie, il y a autant de schizophrénie qu'il y a de personnes schizophrènes, et donc avec des formes de manifestation, avec des modalités d'expression de la maladie qui varient d'une personne à l'autre. En attendant, ça va forcément toucher la question des émotions et des ressentis en fait de la personne dans certaines situations, et derrière ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est-à-dire la façon dont ça va se manifester face à ces expositions-là. Ensuite, on va avoir la catégorie des troubles cognitifs ou neurodéveloppementaux. Cognitif, ça veut dire quoi? Parce qu'on entend beaucoup ce mot-là. La cognition, le cognitif, c'est... La cognition, c'est tout ce qui est lié justement à la capacité de traiter une information et d'avoir une réflexion et de la mobiliser en fait à bon escient pour réaliser l'activité. Donc, dans les troubles cognitifs, on va avoir tous les troubles 10. C'est quoi les troubles 10? Alors, derrière le 10, il faut entendre dysfonctionnement. Le trouble 10 n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème qui est lié plutôt à la façon dont la personne va stocker et utiliser, en fait, et traiter les informations. Comme ça, c'est pas un problème intellectuel. Tu veux dire que quelqu'un qui a un trouble 10 n'a pas forcément de retard de développement intellectuel. Exactement. Mais si on lui fait un test de QI, il va se retrouver avec un test de QI complètement normal. Par contre, il va rencontrer des difficultés dans la mobilisation justement de certaines compétences pour réaliser certaines tâches. Donc derrière le terme 10, on va avoir un mot qui est associé, qui va déterminer en fait la compétence qui est touchée. On va parler de dyslexie, qui parle plutôt de la difficulté de lecture, dysorthographie, plutôt d'écriture, dyscalculie, tout ce qui est opération mathématique, dysphasie, tout ce qui est élocution, dyspraxie, tout ce qui est coordination des mouvements. Voilà, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que derrière ce dysfonctionnement ou cette difficulté en fait à traiter les informations, la personne qui est dyslexique, qui a des difficultés en lecture, peut par contre avoir des compétences extrêmement développées en termes de création, en termes de capacité d'élocution ou d'expression face à un public. Donc ça touche pas l'intégralité en fait des capacités d'apprentissage et des fonctions de la personne. Et aujourd'hui, une fois qu'elles sont identifiées, alors ça nécessite un bilan orthophonique et après un accompagnement, mais il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés et qui peuvent permettre à la personne, on va dire, de dépasser les problématiques rencontrées. Il y a de la rééducation et puis il y a aussi des outils qui permettent de compenser. C'est ça. Donc on va se retrouver avec des correcteurs d'orthographe qui sont spécifiques. Il y a eu tout un travail qui a été fait, notamment dans la région Bretagne, sur des lampes aussi avec des spectres lumineux particuliers. On a des polices d'écriture spécifiques qui existent aussi pour favoriser la lecture de dyslexiques. Donc voilà. Donc là, on est dans le champ des troubles cognitifs. Le dernier, c'est ce qu'on appelle les TDA ou TDAH, donc troubles du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Derrière le TDA, c'est globalement des personnes qui vont avoir des difficultés en fait à hiérarchiser les informations. Donc, elles vont se retrouver avec une grande difficulté à déterminer quelle est l'information pertinente et pas pertinente. Donc, difficulté au passage à l'acte parce que difficulté à déterminer justement ce qu'il y a à faire en priorité ou pas. On peut arriver à des formes aussi d'épuisement cognitif parce que beaucoup d'informations traitées à mauvais escient. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une somatisation, une expression motrice, jusqu'à l'hyperactivité qui est liée en fait aussi à l'expression des difficultés dans la gestion des informations et leur traitement. D'accord. On voit bien le panorama. Alors, imaginons que je présente moi un trouble comme ça. Comment je fais pour en parler à mon manager ou à la RH? Est-ce qu'il faut d'abord que j'en parle? Est-ce que c'est utile d'en parler? Et si oui, comment je m'y prends? Alors, juste avant le dernier sujet, il y a tout ce qui est lié aux troubles du spectre autistique aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup aussi, c'est un sujet. Depuis les années 2000, la France est enfin engagée, on va dire, dans un plan autisme.
Donc, dans les troubles du spectre autistique, c'est un trouble qui va toucher plutôt les capacités à communiquer, à gérer les interactions sociales, à adapter ses comportements, et avec une certaine forme de polarisation dans les centres d'intérêt, voire de rigidité sur les centres d'intérêt. Des intérêts restreints, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette population du trouble du spectre autistique, on va avoir une partie des autistes qui ont une déficience intellectuelle associée, évaluée aujourd'hui à 30 à 40% à peu près. On a une partie des autistes qui ont des troubles cognitifs associés, évalués là à 40 à 60%. Ça veut dire des troubles 10, des troubles de l'attention. Par exemple. Et également 10 à 15% qui ont des épilepsies. Donc derrière l'autisme, il y a aussi tous les troubles qui sont associés en fait à l'autisme. Sachant que ce qui caractérise l'autisme, c'est d'une partie une hypersensibilité, et notamment à ce qui peut être la lumière, le bruit, le toucher, et derrière des hyposensibilités, c'est-à-dire des difficultés à traiter les messages que le corps envoie et qui permettent d'adapter aussi ses comportements, qui permettent de lire tout ce qui est signaux non-verbaux, par exemple, de façon aussi à pouvoir adapter son comportement. La communication, Et la dernière catégorie, avant de répondre à ta question, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui à ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Donc là, on est plutôt sur, ça fait référence aux affections longue durée aussi, de la sécurité sociale, mais on va être plutôt sur des problématiques de santé qui sont installées, qui vont créer un dysfonctionnement de l'organisme. Dans les maladies invalidantes, on va retrouver les maladies inflammatoires, polyarthrite, spondylarthrite, par exemple. Mais si on prend les 3 grands champs des maladies invalidantes aujourd'hui, c'est 1, les tumeurs et cancers, 2, les troubles cardiovasculaires, et 3, les maladies endocrines comme le diabète. Donc, qui dit maladie invalidante ne dit pas forcément handicap, mais elles peuvent, en fonction justement des environnements professionnels, eh bien, avoir un impact et générer des besoins particuliers. Dans ces cas-là, on parlera de situation de handicap. D'accord. Alors, imaginons que quelqu'un soit dans cette situation. Est-ce qu'il a un intérêt à en parler à son manager ou à la RH? Alors, oui, il y a un intérêt. Et en même temps, quand on questionne aujourd'hui les salariés ou les agents, la plupart du temps, ils voient l'intérêt pour l'employeur, la structure. Donc, on reviendra sur notamment l'obligation d'emploi. Mais son intérêt à lui, il le voit pas. Et c'est vrai que la plupart du temps, il voit les risques encourus. Et les risques qui sont ça liés, fait peur un peu quand même. Voilà, aux préjugés, aux stéréotypes. Stigmatisé. Ce qui nous ramène à la toute première question, ce symbole du handicap, du fauteuil. Et le fait qu'on est encore aujourd'hui, pour une certaine génération, dans un lien entre le handicap et l'incapacité, puisque derrière le handicap, il y a ce fameux taux d'incapacité qui mesure l'impact en fait de la problématique de santé, et donc qui est traduit plutôt par tout ce que la personne ne peut pas faire, alors que finalement, elle peut faire, mais de façon différente. Oui, c'est ça, oui. Donc, intérêt à en parler, oui, parce que alors, si la problématique de santé n'a strictement aucune conséquence au quotidien, j'aurais tendance à dire que la personne n'a pas forcément à en parler, parce que ça relève du secret médical et c'est plutôt des données qu'elle va partager avec son médecin traitant, son médecin du travail, ou du moins tous les acteurs du champ médical. Par contre, à partir du moment où ça a un impact en fait sur son activité quotidienne, le fait de ne pas en parler ne va pas permettre ni à son manager ni à ses collègues d'avoir la bonne grille de lecture de ce qui va être perceptible en fait. Tu veux dire qu'il y a des comportements qui vont être la conséquence de ce handicap et qui vont être mal interprétés? Exactement. Prenons un exemple, la personne est déficiente visuelle, elle se retrouve avec un certain nombre de dossiers à traiter. Étant déficiente visuelle, ça va lui générer beaucoup plus de concentration, peut-être plus de temps pour traiter les dossiers, et derrière plus de fatigue dans le traitement des dossiers. Si personne n'est au courant qu'elle est déficiente visuelle, en fait, tous ces efforts qu'elle consent ne sont pas perceptibles par les autres, et donc le résultat final peut être qu'il y ait moins de dossiers de traités ou qu'il y ait plus d'erreurs dans le traitement des dossiers. Et donc, vu par le manager, ça peut être considéré comme la personne manque de compétences, n'est pas assez concentrée, n'est pas assez investie dans son travail. Donc, ça ne permet pas en fait d'identifier les réelles causes de ce qui va être observable. D'accord. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour l'emploi des personnes qui sont porteuses de handicap? Alors, la France a décidé de légiférer sur la question du handicap au travail. Le texte originaire de 1924, qui avait vocation, dans un premier temps, à favoriser le retour à l'emploi et à l'intégration dans la société des grands invalides de guerre et des accidentés du travail du début du siècle. C'est resté pendant très longtemps, alors sur un taux qui est passé de 6 à 10% et qui est revenu à 6.
6-10% de quoi, en fait? De l'effectif d'une entreprise. Donc, dès 1924, en fait, le taux qui est sorti était les 6%. Donc, 6%, ce qu'on appelle de l'effectif d'assujettissement, ce qui n'est pas exactement l'effectif total, mais et donc, c'est pendant longtemps resté ce qu'on appelle une obligation de procédure. C'est-à-dire qu'en gros, on demandait d'identifier, de comptabiliser, mais ça n'avait pas de conséquences directes. De le faire ou de ne pas le faire. De le faire ou de ne pas le faire. En 1987, on est passé à une obligation de résultat, donc avec une contrepartie pour les entreprises privées. Cette contrepartie, alors qui est souvent perçue comme une taxe ou une sanction ou un impôt, en fait, c'est une contribution puisqu'elle n'est pas versée à l'État, elle est versée à un organisme indépendant. Donc les entreprises qui payent cette somme-là, ça va pas à l'État, ça va. Ça alimente un fonds qui peut être considéré comme un fonds solidaire, puisque finalement c'est un fonds, cet argent ne va pas être réinvesti dans d'autres sujets que le handicap, il va être finalement réinvesti dans le milieu professionnel pour pouvoir accompagner le handicap en milieu professionnel. Donc en 87, obligation de résultat pour le privé et création de l'AGFIP, l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, donc qui est une association loi 1901 et qui va gérer alors plus maintenant la collecte puisque c'est collecté par l'URSSAF et reversé à l'AGFIP depuis 2020, mais qui va gérer les fonds qui sont perçus au niveau des entreprises privées. Le public va rester en obligation de procédure jusqu'en 2005 et la loi du 11 février 2005 va amener le public à l'obligation de résultat, va créer un organisme gestionnaire également qu'on appelle le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, porté par la Caisse des dépôts et des consignations. Et ce fonds va collecter l'intégralité des contributions des 3 fonctions publiques, État, territorial et hospitalière, et là aussi va redistribuer ensuite ces moyens-là au travers des établissements publics pour les aider à accompagner au mieux le handicap. D'accord. Alors comment on peut faire pour faire reconnaître ce handicap ? Alors, il y a différentes façons. Aujourd'hui, quand on se place dans le milieu professionnel, les personnes qui rentrent dans le champ de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, on les appelle les BOE, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, pour être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, aujourd'hui, il y a plusieurs titres administratifs en fait qui permettent l'accès à ce statut. On va retrouver tous les militaires pensionnés, les sapeurs-pompiers pensionnés. On va retrouver les personnes qui sont reconnues par la sécurité sociale. Donc pour ceux qui relèvent du régime général. Donc là, ça va être les personnes qui ont une pension d'invalidité. Donc dans ce cas-là, la problématique de santé est d'origine non professionnelle, ou les personnes qui ont une rente accident du travail, maladie professionnelle, avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%. En dessous de 10%, c'est un capital et pas une rente. Donc elles sont de droit bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On va retrouver également celles qui sont reconnues aujourd'hui par les maisons départementales des personnes handicapées. Voilà, je rappelle quand même que la Cotorep n'existe plus depuis 2005, depuis 20 ans. Oui, mais c'est toujours dans l'esprit, souvent. Même si ça reste très présent dans la conscience collective. Donc, les maisons départementales des personnes handicapées, pour pouvoir être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il faut avoir soit être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, soit être bénéficiaire de la carte mobilité inclusion avec valence invalidité, soit avoir ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc avec un dossier à déposer auprès de la MDPH. Pour le secteur public, on va rajouter 2 catégories. Une catégorie qui est les agents bénéficiaires d'une ATI, allocation temporaire d'invalidité. Donc l'ATI, c'est l'équivalent de la rente accident du travail et maladie professionnelle du régime général, donc qui elle est par contre attribuée par le conseil médical. Et on va également intégrer les agents reclassés. Alors pourquoi les agents reclassés sont intégrés en fait de droit en tant que bénéficiaires de l'obligation d'emploi? C'est que pour être reclassé, il faut avoir été déclaré inapte. Si on a été déclaré inapte, c'est que son état de santé n'était pas compatible avec son activité professionnelle et donc on était en situation de handicap. Donc le législateur a permis d'intégrer directement les agents reclassés. Alors attention, on parle d'agents reclassés, pas repositionnés. Ah, il y a une nuance. Le reclassement étant un acte administratif avec aujourd'hui des dispositifs comme la préparation préalable au reclassement, la période préalable au reclassement, la PPR, qui permet d'accompagner pendant 1 an les agents inaptes pour leur permettre de trouver une solution de reclassement. Donc tu as parlé de la RQTH, donc c'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé
qui est attribuée par la MDPH. Maison départementale des personnes handicapées. Ou la MDA. Ou MDA, Maison départementale de l'autonomie. Bon, ça, voilà. Ça dépend des départements, mais il n'y a pas de différence entre les deux structures. Donc, c'est un dossier que l'on présente. Le médecin de famille a un rôle important dedans, puisqu'il a des parties à remplir. Ouais. Alors, lorsqu'on décide de faire reconnaître sa situation de handicap et de remplir le dossier de la MDPH, associé au dossier administratif, il va y avoir un certain nombre de CERFA, et donc de documents qui sont à remplir. Alors, un CERFA qui est le certificat médical à remplir par généralement le médecin traitant ou le médecin spécialiste lorsque la personne est suivie par un spécialiste. Il y a des CERFA spécifiques sur la déficience visuelle et la déficience auditive à remplir là par les spécialistes. Et donc ce CERFA va avoir vocation en fait à évaluer l'impact du handicap dans l'activité générale de la personne. Je tiens à préciser que c'est très important qu'il soit correctement rempli parce que au niveau de la MDPH, en fait c'est une étude de dossier sur pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ou très rarement, en fait, une visite médicale avec un médecin à la MDPH. Les MDPH ont énormément de mal à obtenir des médecins. Et donc, elles traitent sur pièce. Donc, c'est le médecin traitant qui va le remplir. Et lorsque la demande est une demande de RQTH et donc a vocation à être utilisée en milieu professionnel, aujourd'hui, on demande un avis circonstancié du médecin du travail qui, lui, va attester que l'évaluation médicale et l'impact de la problématique de santé a bien un impact dans le milieu professionnel et crée bien une situation de handicap et des besoins particuliers. D'accord. Quand on a une attribution de RQTH comme ça, est-ce que l'employeur sait systématiquement qu'on a cette RQTH? Non. Alors, qui est au courant en fait? La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ça reste une démarche qui est une démarche personnelle et confidentielle. Donc la première chose, c'est que personne ne peut faire cette démarche en dehors de la personne elle-même. Et que, une fois que la démarche est réalisée, si la personne bénéficie de ce titre administratif, elle a encore le choix de le partager ou pas. C'est-à-dire que la MDPH ne partage pas non plus cette information avec aucune autre institution et aucun autre acteur. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une RQTH et que personne ne le sache. Exactement. D'accord. Et alors le rôle du médecin du travail dans ce cas-là, est-ce que si on va voir le médecin du travail, qu'on lui dit voilà j'ai une RQTH, lui, est-ce qu'il va informer l'employeur directement? Comment ça se passe? Alors, quel est l'intérêt du coup de réaliser une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? En fait, que ce soit dans le code de la fonction publique ou le code du travail, l'employeur doit fournir au salarié ou à l'agent des conditions lui permettant de réaliser de toute façon son travail. Donc ça va nous ramener à un concept qu'on appelle le concept d'aménagement raisonnable. En fait, à partir du moment où on a une problématique de santé et qu'on doit avoir une adaptation, la notion d'aménagement raisonnable, c'est quels sont les moyens qu'on va pouvoir mobiliser pour répondre aux besoins du salarié. Donc, lorsque la personne n'a pas de reconnaissance, c'est les moyens qui sont liés aux fonds propres de l'entreprise et qui peuvent être mobilisés. Quand la personne a une reconnaissance... Quand tu dis aux fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui paye l'aménagement. C'est l'entreprise qui paye. Voilà. À partir du moment où on a une reconnaissance du handicap, on va pouvoir du coup mobiliser les aides qui sont liées justement aux organismes gestionnaires dont on a parlé tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, pour les entreprises du secteur privé, ça peut être de solliciter alors soit des aides financières directes, soit derrière certaines prestations qui sont préfinancées en fait par la GFIP et qui vont permettre en fait de répondre aux besoins du salarié. Donc, avec ces aides financières supplémentaires, ça permet d'aller au-delà dans les possibilités d'aménagement de poste. Et donc de faciliter le maintien dans l'activité. Même chose pour l'agent public qui, une fois reconnu, va pouvoir bénéficier des aides du FIP ou des prestations du FIP. Alors, une partie de ces prestations sont mutualisées entre le FIP et la GFIP au travers de conventions. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des appuis spécifiques. Donc, c'est des dispositifs qui vont permettre d'évaluer le besoin et les modalités de compensation du handicap pour la personne. Ils sont thématiques. Donc, il y a un appui spécifique moteur, un appui spécifique visuel, auditif, cognitif. Et donc, c'est en gros un dispositif d'expertise et qui va permettre de clarifier les besoins de la personne et après d'identifier quels sont ses besoins. Donc là, c'est des besoins qui sont généraux sur la personne. Au-delà de ça, on peut avoir aussi une prestation qui est liée à une prestation ergonomique pour pouvoir analyser le poste de travail en particulier. Et là, les aménagements ou les adaptations à mettre en place. Donc, quand tu dis une prestation ergonomique, ça veut dire qu'un ergonome vient sur le lieu du travail, observer et faire des recommandations. C'est ça. Donc, soit l'entreprise ou l'établissement public va mobiliser une prestation qui est déjà préfinancée. Donc là, l'acteur, le cabinet d'ergonomie est déjà identifié. Et en gros, là, on est sur ce qu'on va appeler des aides prescrites.
Ces aides prescrites peuvent être prescrites par France Travail, par les Cap Emploi, par les missions locales. Voilà, donc on a un certain nombre de prescripteurs pour ces aides-là. Ou alors il peut aussi décider, lui, de solliciter un prestataire qu'il connaît et de valoriser ensuite, de déduire en fait de sa contribution s'il paye une contribution, ou de solliciter une aide directe pour pouvoir financer aussi ces prestations. D'accord. Est-ce que c'est une valeur de contrainte, c'est-à-dire si le médecin du travail donne un avis, si l'ergonome donne un avis, est-ce que l'employeur est obligé de réaliser les aménagements? Est-ce que c'est contraignant? Alors, c'est juste consultatif. Sur la décision du médecin du travail, en fait, l'employeur ne peut pas ne pas prendre en compte les observations du médecin du travail, notamment en termes de restrictions. Si un médecin du travail détermine qu'il y a une restriction au port de charge sur des charges supérieures à 10 kg ou à 15 kg, l'employeur doit prendre en compte, là on parle de la santé du collaborateur. C'est son obligation de toute façon de sécurité de santé. Par contre, le médecin du travail peut faire des préconisations sur la façon dont on peut répondre en fait à cette restriction-là. Et là, l'employeur peut lui répondre différemment. Je prends un exemple, si on reste sur cette logique de restriction au port de charge, voilà, l'employeur il peut décider soit de modifier les conditionnements et de faire que les charges restent inférieures à 10 kg ou à 15 kg, soit finalement de réorganiser le travail et de faire que la personne est exclue des manutentions et n'est plus exposée en fait. Donc en général, le médecin fait une préconisation de façon à permettre de proposer une solution, mais l'employeur peut être à même de trouver une autre solution alternative qui correspond peut-être un petit peu plus aussi, lui, à ses besoins et à l'obligation de service. Tout en répondant positivement à la demande du médecin, à la problématique de santé identifiée. Et pour éviter justement qu'il puisse y avoir une dégradation de l'état de santé. Lors d'un recrutement, est-ce qu'il y a un intérêt à dire qu'on est porteur de handicap? Est-ce que dans le CV, dans la lettre de motivation, il faut marquer, je sais pas, RQTH? Est-ce qu'il faut l'indiquer? Alors ça, c'est toujours une grande question sur le recrutement. À mon sens, pour répondre à cette question, il faut en poser d'autres d'abord. La première question à se poser, c'est est-ce qu'a priori ma problématique de santé par rapport au poste que je vise, est-ce qu'elle risque d'avoir des conséquences sur l'activité que je vise et est-ce qu'elle nécessite certaines adaptations pour que je puisse réaliser mon activité en toute sécurité? Si a priori il n'y aura pas de conséquences, il ne faut pas le dire alors. On n'est pas obligé de le dire. Sachant que dans une procédure de recrutement, la personne connaît du fait de l'annonce, on va dire les activités globales qui sont proposées, mais en fait, elle ne connaît pas la réalité de l'activité. Pour citer là une expérience récente dans l'accompagnement d'un conseil départemental sur des agents des routes, le département lui-même n'a pas la même topographie sur tout le territoire. Donc, être agent des routes dans le nord, dans le sud du département, c'est pas très différent. Les mêmes contraintes. Voilà. Donc, souvent, c'est difficile au moment du recrutement parce qu'on n'est pas capable forcément de se projeter sur des activités où il y a une forme d'incertitude sur la façon dont l'activité va être réalisée. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'entreprise qui recrute ou l'établissement public, est-ce qu'il est engagé en matière de handicap? Est-ce qu'il a une politique handicap? Est-ce qu'il y a un référent handicap? Est-ce qu'il mène des actions? Et est-ce qu'en fait, c'est un sujet qui est intégré, lui, à sa stratégie de ressources humaines? Ça se trouve assez facilement aujourd'hui. On trouve ça sur Internet. Sur Internet. Donc, à partir du moment où la structure elle est engagée, où elle a déjà identifié des personnes en charge du suivi de ce sujet-là, effectivement, c'est, à mon avis, plutôt intéressant de l'aborder au moment du recrutement. Parce qu'on se dit qu'on a en face de nous des interlocuteurs qui, a priori, vont être plutôt susceptibles de prendre en compte le besoin. Alors, tu dis au moment du recrutement, c'est au moment de l'entretien ou carrément dans la lettre de motivation et le CV? Alors, ça peut être précisé dans la lettre de motivation et le CV, parce qu'il faut savoir que, si jamais on prend aujourd'hui, notamment les grosses structures, quand je parle des grosses structures, on est sur plus de 750 salariés ou plus de 750 agents, elles peuvent être engagées dans certaines formes de conventionnement. Donc, elles peuvent conventionner avec le FIP ou avec la GFIP. Au niveau des entreprises privées, il y en a qui sont sous accord agréé, donc là, avec l'État. Et donc, dans ces cas-là, elles ont des objectifs de recrutement. Donc, ça peut vraiment être une plus-value, finalement. Ce qu'il faut juste avoir en tête en tant que candidat, c'est que l'entreprise ou l'établissement public, il va d'abord recruter un agent ou un salarié. Donc, il va d'abord regarder est-ce que l'agent ou le salarié possède, ou le candidat, possède les compétences professionnelles qu'il attend. À partir du moment où il a les compétences professionnelles, la question du handicap viendra dans un second temps, de façon à voir est-ce qu'il y a une adéquation ou pas entre le handicap, ses manifestations
et l'activité proposée. Mais ce que tu dis, ça signifie qu'il peut y avoir des entreprises qui, contrairement peut-être à un a priori qu'on pourrait avoir, seraient intéressées à recruter un salarié porteur de handicap. Alors beaucoup même. Beaucoup même. Finalement, la crainte que l'on a d'être discriminé parce qu'on est porteur de handicap, ça peut se retrouver, alors, pas un avantage, mais quelque chose de facilitateur pour l'accès à l'emploi. Ça peut être facilitateur dans certains contextes. C'est pour ça que de bien connaître le contexte de l'entreprise, ou du moins de l'organisme qui recrute, est important de façon à identifier aussi si ça présente un risque ou pas. Le troisième point, c'est aussi en fonction de la nature du handicap. Et donc des aménagements nécessaires. On a abordé voilà déjà le pluralisme des situations que ça peut concerner, et là ça va ramener plutôt aux stéréotypes et aux préjugés de la société. Voilà, on sait aujourd'hui que le regard porté sur le handicap n'est pas le même sur tous les handicaps. Bien sûr. Ouais, quand on parle justement aujourd'hui de la santé mentale en 2025, l'objectif c'est de faire évoluer aussi les représentations qu'on peut avoir de la santé mentale. Encore aujourd'hui, on fait un lien très fort entre les troubles psychiques et l'agressivité, le danger, chose qui n'est pas systématique. Voilà, exactement. Je dis pas qu'il n'y a pas certaines situations particulières qui peuvent le générer, mais pas obligatoirement. Donc, on a une vision assez déformée finalement de ce qui peut paraître simple et pas simple. Ce qui est le reflet un petit peu de tout ça, c'est que quand on regarde aujourd'hui, en termes de représentativité des différents types de handicap dans la société, le handicap moteur, si je mets de côté la partie usure qui est liée au vieillissement, au trouble musculo-squelettique, mais le handicap moteur n'est pas le handicap le plus présent dans la société. Pourtant, c'est le plus présent dans le milieu du travail. Alors, pourquoi il est le plus présent? C'est que finalement, le handicap moteur, c'est quasiment celui qui est le mieux connu et qui paraît le plus normal dans l'inconscient collectif. Dire avoir mal au dos, c'est normal, quasiment tout le monde a mal au dos. C'est presque banal. Ouais, exactement. Alors que quand on rentre sur d'autres, justement, typologies de handicap, on parlait du retard qu'il y a eu sur l'autisme. Aujourd'hui, il y a une grande incompréhension encore des mécanismes de fonctionnement de l'autisme, avec pourtant, dans certaines situations, des compétences professionnelles extrêmement intéressantes. Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui recrutent que des personnes porteuses de troubles du spectre autistique. On a aujourd'hui des cabinets de recrutement spécialisés, des chasseurs de tête sur certains profils. Effectivement, tout à fait. Donc voilà, 3 questions. 1, est-ce que ça aura un impact? 2, est-ce que la structure qui recrute a elle un engagement en matière de handicap? Et troisièmement, est-ce que a priori le handicap et la problématique de santé qui me concerne, est-ce que c'est une problématique de santé qui peut être assez facilement comprise de mes interlocuteurs ou pas? Un RRH porteur de handicap me disait il y a quelques années que lui conseillait de mettre, quand il y a RQTH, de mettre la liste des aménagements nécessaires pour que l'employeur ait tout de suite l'idée des efforts qu'il doit faire pour accueillir le salarié. Et dégonfler justement une représentation erronée qui peut se faire. Pour moi, ça ne peut se faire qu'au moment de l'entretien. En fait, si on reprend un petit peu comme un entretien classique de recrutement se fait, la première partie, souvent, elle est consacrée quand même au fait de préciser les tâches et l'activité qui concernent le poste. Or, on ne peut évaluer ses besoins qu'une fois qu'on sait quelle est l'activité réelle. Donc, autant en fin d'entretien, c'est un sujet qui peut être abordé, et là, qui est une vraie plus-value pour le candidat. C'est-à-dire de dire non pas j'ai un handicap et je peux pas faire ça, mais plutôt malgré mon handicap, je suis en mesure de réaliser cette tâche-là, mais pour la réaliser, j'ai besoin de telle chose ou je le fais de telle manière. Donc, c'est-à-dire que le candidat va pouvoir amener plutôt des solutions plutôt que des problèmes, mais il ne pourra le faire qu'une fois qu'il aura une vision assez précise de l'activité. Donc, sur des activités qui sont assez homogènes, c'est-à-dire si jamais vous vous retrouvez sur un assistant administratif, globalement, un assistant administratif dans différents environnements, c'est à peu près pareil, contrairement à d'autres activités comme je pouvais le citer tout à l'heure. Donc, quand on sait à peu près à quel type de tâches on va être exposé, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Quand on ne peut pas le savoir, et bien souvent, c'est ce que font les personnes. Elles vont d'abord entrer dans le processus de recrutement, sans forcément aborder la problématique de santé. Elles vont ensuite découvrir l'environnement professionnel, voir quel est l'impact. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que pour une personne qui a un handicap et qui est en recherche d'emploi,
le parcours de recherche d'emploi peut être un parcours qui est extrêmement compliqué. Donc, une fois qu'elles ont trouvé une solution de contractualisation, elles sont aussi dans la recherche de la sécurisation. Et donc, la sécurisation peut les amener à attendre la fin de la période de d'essai ou la fin de la période de stagiairisation au niveau de la fonction publique avant de pouvoir en parler et aborder. Ce qui est délicat, parce que d'un autre côté, ça peut donner le sentiment qu'il n'y a pas de confiance suffisante pour que le nouveau salarié parle de ses besoins. Alors, c'est des fois vécu comme une forme effectivement de trahison par certains acteurs. On peut en avoir parlé avant. Ils se retrouvent un petit peu coincés au moment de la consolidation du contrat de travail. C'est aussi tout l'intérêt aujourd'hui quand on parle de handicap et tout l'intérêt aussi de former l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Une personne qui arrive avec un handicap, qui rencontre des difficultés et qui, si au bout de 6 mois de sa période d'essai, le manager n'a toujours pas identifié qu'effectivement il y avait des problématiques, c'est peut-être que le manager n'est pas assez sensible non plus à ce qu'on appelle les signaux faibles, mais à ce qui peut justement révéler certaines difficultés. Donc, être capable aussi d'avoir un regard un petit peu éclairé et lucide sur l'activité de la personne et le suivi peut permettre d'identifier. Et souvent, une fois que la main va être tendue, la personne peut s'en saisir assez rapidement si jamais réellement elle est en difficulté. De toute façon, ne pas en parler à terme, si l'écart est trop important entre les aptitudes de la personne et l'environnement de travail, ça va amener soit une dégradation progressive de l'état de santé, et donc ça se termine souvent par un arrêt, voire un arrêt long, soit par un épuisement, parce que la personne va déployer des efforts beaucoup plus importants pour réaliser les activités, et une fois qu'on arrive à l'épuisement, sans aller jusqu'à un stade extrême comme le burn-out, mais on va aussi se retrouver confronté très rapidement en fait à la notion d'arrêt de travail. Donc finalement, la personne, ça la sécurise pas de pas en parler non plus, puisqu'elle va se retrouver, elle, confrontée à des difficultés et pas forcément dans la capacité durable de réaliser les activités. Tout à l'heure, tu parlais de référent handicap. Est-ce que toutes les entreprises sont tenues d'en avoir un? Est-ce qu'il y a un quota de salariés? Alors, depuis 2020, c'est une obligation pour toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Pour les moins de 250 salariés, c'est pas une obligation, mais on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus quand même, c'est une mission qui est confiée à un des acteurs, souvent à un des acteurs RH. Alors c'est une obligation, mais sans contrepartie si c'est pas fait. En attendant, le référent handicap aujourd'hui, c'est un rôle qui est extrêmement important. On parlait tout à l'heure du tiers de confiance, c'est de savoir qu'on a un interlocuteur et qui justement a une forme d'expertise du sujet, donc est capable d'avoir un regard justement lucide sur la situation. C'est un médiateur au sein de l'entreprise, parce que c'est quelqu'un qui va être capable justement d'accompagner aussi le manager face à lui, aux difficultés qu'il va rencontrer face à ces situations-là. Parce qu'il ne faut pas minimiser non plus. Généralement, les difficultés elles sont réelles pour chacun des acteurs. Et c'est aussi le référent handicap, celui qui va être capable justement d'identifier l'ensemble des ressources mobilisables, des aides mobilisables pour apporter une réponse adaptée aux besoins de la personne par rapport à son handicap. Donc, rôle très important aujourd'hui dans le milieu professionnel. Et à développer, même s'il n'y a pas ce seuil de salariés. Alors, et à développer. Et alors, pour ça, il y a la GFIP, par exemple, met en place un réseau de référents handicap. Donc, c'est des réseaux qui sont des réseaux régionaux avec des rencontres mensuelles et qui permettent aussi aux référents handicap de se retrouver entre eux. Parce que être seul comme référent handicap dans une grosse structure, il y a une forme d'isolement qui peut se ressentir sur des fonctions qui sont très spécifiques. Donc, c'est important de partager avec les autres. Et puis, c'est un gain de temps aussi important. J'ai besoin de former mes acteurs, je sais pas du tout à qui m'adresser. Bah, si je m'adresse à un référent handicap et que moi, voilà, j'ai travaillé avec telle structure, ça s'est super bien passé, ou au contraire avec celle-là, non, pas trop. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite aussi dans le fait d'identifier des solutions et puis de se tenir au courant parce qu'on est sur des choses qui évoluent énormément. Pour revenir rapidement sur les organismes gestionnaires, la GFIP et le FIP, comme je disais. En fait, ils ont alors le FIP appelle ça son catalogue d'intervention. Pour la GFIP, c'est Méthodia qui est en fait sa liste d'aides et de prestations mobilisables. En fait, ces guides, ils évoluent globalement annuellement, puisque il y a une révision qui est faite en fonction aussi des collectes. Plus le taux d'emploi augmente,
plus les contributions diminuent. Donc, plus le taux d'emploi augmente, plus il y a de personnes handicapées dans l'emploi, mais plus les contributions diminuent et plus les capacités d'intervention sont importantes. Donc, il y a une forme de régulation sur les seuils qui sont attribués pour chacune des aides. Là, la GFIP s'est retrouvée contrainte de réactualiser justement ses modalités d'intervention pour fin de l'année 2024 et donc sur 2025 par rapport à l'évolution des collectes. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Toury, pour cet entretien. Maintenant, on va passer à la partie questions des participants. Alors, première question qui est proposée par Isabelle. Elle demande si l'endométriose, d'ailleurs on avait consacré nous un webinaire sur l'endométriose avec des médecins spécialistes, est-ce que l'endométriose est considérée comme un handicap, sachant que ça touche au moins une femme sur 10? Alors sur l'endométriose, on est encore, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que le milieu professionnel s'en est quasiment emparé encore plus vite que le milieu institutionnel. On a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui reconnaissent l'endométriose et qui peuvent permettre d'avoir des jours de télétravail supplémentaires ou voire des jours chômage supplémentaires à partir du moment où il y a une prescription un avis médical médecin, qui atteste effectivement de l'endométriose. Au niveau des MDPH, d'après mes informations, toutes les MDPH n'ont pas forcément le même positionnement. Si on prend la fonction publique au niveau des conseils médicaux, là aussi il y a des positionnements qui ne sont pas tous identiques. Mais j'ai eu l'occasion l'année dernière d'intervenir en Guyane et le conseil médical du centre de gestion de Guyane avait intégré l'endométriose. Donc oui, on est sur la voie. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on avance, mais avec encore des postures qui peuvent être un petit peu différentes. Alors, c'est spécifique à l'endométriose ou les autres pathologies gynécologiques sont aussi concernées? C'est pas que les problématiques gynécologiques. On a toujours une posture institutionnelle par rapport à certaines problématiques. On peut prendre l'exemple de la fibromyalgie, qui n'est pas intégrée comme une affection longue durée et qui se retrouve à chaque fois, tant qu'il n'y a pas une posture de l'institution et de l'approche médicale qui est actée et qui est homogène, et ben on se retrouve avec des interprétations qui peuvent être un petit peu différentes, et notamment sur l'impact réel de cette problématique de santé. Nathalie demande si l'assistante sociale peut aider à la constitution du dossier. Oui, alors sur la partie administrative, et d'ailleurs c'est aujourd'hui un retour qu'on a aussi beaucoup des médecins généralistes, on sait que les médecins généralistes sont sursollicités et qu'on manque sur certains territoires de médecins généralistes, donc ils ont des fois très peu de temps en fait à consacrer à la rédaction du dossier, notamment à la partie administrative. Donc oui, se faire accompagner par une assistante sociale, voire justement la référente handicap, alors qui peut être de l'entreprise, qui peut être l'assistante sociale et qui a les fonctions de référente handicap, mais en général c'est justement des personnes qui connaissent le dossier. Voilà, si on prend un dossier aujourd'hui au niveau de la MDPH, c'est une trentaine de pages, c'est un dossier qui est assez technique quand même. Alors tout n'est pas à remplir en fonction des besoins qu'on a, mais c'est important de se faire accompagner pour qu'il soit bien rempli, sachant que si le dossier est mal rempli, ça va questionner la MDPH, donc il va y avoir des demandes de pièces complémentaires. C'est très long. Et donc ça va renvoyer encore la durée de traitement administratif. Flavie demande si un fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité est alors considéré comme travailleur handicapé. Alors oui, il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc il peut être considéré comme travailleur handicapé et donc bénéficier de l'intégralité des aides du FIP. Alors, je voudrais aussi apporter une précision parce que c'est une des particularités du FIP. Dans son catalogue d'intervention, le FIP a permis en fait l'accès à certaines aides, notamment l'aménagement du poste de travail, à des agents qui sont en restriction, mais qui n'ont pas encore de reconnaissance administrative du handicap. Donc ça, c'est une posture qu'on retrouve chez le FIP, mais qu'on ne retrouve pas à la GFIP. Pour la GFIP, on peut ouvrir le dossier pendant le traitement de la MDPH, mais il faudra attendre la décision de la MDPH pour pouvoir lancer en fait les différentes prestations. Le FIP sur l'aménagement, il le propose aux personnes qui ont des restrictions. Par contre, si on prend l'aide à l'appareillage auditif, elle ne pourra être attribuée que si on a une reconnaissance administrative. Donc bien faire attention dans le catalogue d'intervention en fait aux personnes qui sont considérées comme bénéficiaires de l'aide
en fonction du statut. Mais oui, ATI, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. D'accord. Alors Thierry demande, mais tu n'es pas responsable de la formation des médecins du travail. Thierry demande si tu sais si les médecins du travail sont vraiment formés sur des recommandations très particulières selon les types de handicap. Alors, en fait, on va retrouver chez un médecin du travail ce qu'on va retrouver dans n'importe quelle fonction. Selon la période à laquelle le médecin du travail a été formé. Voilà, on parlait de l'impact. Aujourd'hui, on parlait de la Cotorep tout à l'heure, la génération Cotorep des années 75 à 2005. Effectivement, elle a un regard sur le handicap qui est un regard extrêmement médical. Les jeunes médecins du travail, aujourd'hui, la question du handicap est beaucoup plus importante dans leur formation. Mais comme dans une formation aujourd'hui de ressources humaines, c'est un sujet qui va être abordé et qui l'était certainement pas il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a une évolution de la formation. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont prises aussi par rapport à la formation continue des médecins du travail ou médecins traitants, et qui peuvent bénéficier. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de mettre en place des actions de formation justement pour des médecins traitants et des médecins du travail en région Bourgogne, pour leur permettre d'acquérir aussi ces connaissances-là. Leur retour, c'est de dire qu'avant, c'était une question qui n'était pas une question présente et qu'aujourd'hui, ils sont sollicités quasiment toutes les semaines sur le sujet qui est lié au handicap. D'accord. Stéphanie demande si le référent handicap est obligatoire dans la fonction publique. Alors, dans la transition moins de 250, j'aurais tendance à dire oui, tous les établissements publics de plus de 250 doivent avoir un référent handicap aussi, et même pour les moins de 250. C'est des fonctions aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus présentes. Après, ça nous ramène là aussi à la question de la formation. Nommer un référent handicap, c'est bien. Après, il faut aussi le former, l'accompagner pour qu'il acquiert justement ce niveau d'expertise qui est nécessaire à la réalisation de ses missions. Et après, c'est de réussir à déterminer en fonction de l'effectif de la structure quelle est la quotité du temps de travail que la personne va devoir consacrer au sujet du handicap. On est sur un sujet où on peut y passer ses journées et ses nuits en général sur la question du handicap. Oui, surtout dans une entreprise où il y a 500, 800, 1000 salariés. Tout à fait. Donc voilà, quand on a des fonctions de responsable de ressources humaines et référent handicap ou d'assistante sociale et référent handicap, c'est de bien réussir à déterminer aussi, en fonction de la structure, quel est aussi le temps imparti à cette mission-là. Vanessa demande si, lorsqu'on a une ALD, est-ce qu'on est reconnu par la CPM, est-ce qu'on a plus facilement une RQTH? Alors, plus facilement, derrière la RQTH, ce sera l'impact de l'affection longue durée sur le travail. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on a une affection longue durée, l'impact de toute façon sur la vie quotidienne et sur le fonctionnement de la personne est existant. Donc oui, après, si on a une ALD et si éventuellement on a une reconnaissance en matière d'une pension d'invalidité, si on a une reconnaissance en invalidité, aucun intérêt à faire une démarche RQTH, puisque finalement, oui, tout à fait, le statut est déjà acquis. Après, oui, avec une ALD, réaliser une démarche de RQTH, il y a quand même peu de chances que la RQTH soit refusée. Ouais. Aline, qui est en RH, elle dit qu'elle a un salarié qui n'a pas de RQTH. En fait, il souhaite pas la renouveler, mais il est titulaire de la carte mobilité inclusion. Alors, il y a 3 valeurs à la carte mobilité inclusion. Soit invalidité, soit priorité, soit stationnement. Donc, si c'est la CMI invalidité, il a de droit à une RQTH. Si c'est la priorité ou le stationnement, non. Donc, ça dépend de ce qui est notifié en dessous de carte mobilité inclusion sur sa carte. Donc, sa question était, est-ce qu'il peut être comptabilisé dans les BOE? Si c'est une carte d'invalidité, oui. Si c'est une carte d'invalidité. Si c'est une carte priorité ou stationnement, non. D'accord. Voilà. Et Laura dit qu'elle a un agent qui a un document portant la mention civile. À quoi ça correspond dans le cadre de la BOE? Civile? Oui, elle met entre guillemets civile. Ah, je vois pas. Tu vois pas? Non. Bon, si Laura peut préciser la question. Parce que pendant un moment, il y avait les fameux GIG, GIC, grands invalides de guerre, grands invalides civils, mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne trouve plus trop. Donc, Alors, Marine demande si tu peux repréciser de façon synthétique les cas qui peuvent compter en BOE, les situations. Alors, entreprise privée ou fonction publique? Eh ben, si on peut les deux.
Dans un premier temps, tout ce qui est militaire pensionné, sapeur-pompier pensionné. Dans un second temps, reconnu par le régime général, donc soit une reconnaissance en invalidité, quelle que soit la catégorie, 1, 2 ou 3, soit rente accident du travail maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 10%. Ensuite, par la MDPH, donc carte mobilité inclusion uniquement invalidité, pas priorité stationnement, soit allocation adulte handicapé, soit RQTH. Ouais. Et pour le public, en plus, les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité et les agents reclassés. Très bien. Merci Olivier. De rien, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.